En Éthiopie, le gouvernement reprend aux rebelles les villes clés de Dessi et de Kombolcha. Nous allons également parler du Bénin, 10 ans de prison requis contre Joël Aïvon pour complot contre l'autorité de l'État. Au Soudan, la fronde anti-putsch ne se souffle pas. Et puis on termine par le Togo. Le groupe Accor veut saisir un hôtel particulier appartenant à l'État togolais. Nos invités sont en place. Il s'agit de Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Vous allez bien, Pasteur? Oui, non, je vais bien. Je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Au même moment, je profite pour saluer tous nos compatriotes, ceux qui sont sur place et nos compatriotes de la diaspora. Je fais un coucou spécial à tous les membres du mouvement Martin Luther King, les coordinations qui sont de Lomé jusqu'à Sinkassé. Je voudrais juste partager cet extrait du discours de Martin Luther King lors du boycott de bus le 5 décembre 1955, qui disait « Nous, le peuple de la terre, nous qui avons été longtemps opprimés, nous qui avons été longtemps victimes de l'injustice, nous sommes fatigués et nous aspirons désormais à la liberté, à la justice et à l'égalité. » Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Nous avons également le journaliste Adam Adjornou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonjour, vous allez bien, confrère? Oui, ça va. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent. Nous n'avons pas de membres, mais nous avons des lecteurs. Donc, un coucou spécial à tous ces lecteurs de nos sites, de nos journaux. Et vous ne partagez pas de pensée de quelqu'un? Bon, de toutes les façons, nous partageons les pensées à tous les Togolais. Mais spécialement, je n'en ai pas préparé. Mais je pense que tous ces Togolais-là qui sont également dans la détresse, nous avons une pensée spéciale à eux. Allez, on va directement en Éthiopie. Le gouvernement de ce pays a affirmé le lundi 6 décembre avoir repris les villes stratégiques de Dessi et de Kombolcha dans le nord du pays, plus d'un mois après que les rebelles tigriens ont revendiqué s'en être emparés. Adam Adjornou, on a vu déjà le premier Abiy Ahmed sur le front. Cela veut dire que cela porte ses fruits. Oui, de toutes les façons, je pense que lorsqu'un leader se déplace sur le front pour galvaniser donc les troupes, ça donne beaucoup plus d'espoir et beaucoup plus de tonus à tenir bon. Vous savez, nombreux sont ceux-là qui étaient beaucoup plus inquiets. Je faisais aussi partie parce que vous savez, lorsqu'on prend l'Éthiopie, qui est un symbole pratiquement de l'Afrique, qui abrite également le siège de l'Union africaine, je pense que tout Africain devait s'inquiéter du fait que ce pays-là puisse donc tomber, même si au regard de malentendus entre les Éthiopiens ne devait pas conduire pour que l'on en arrive là. Mais on a déjà constaté qu'il y avait également des appels de part et là, lorsque nous prenons sur toutes ces puissances occidentales qui appelaient leurs ressortissants à quitter le pays. Et heureusement, fort heureusement, l'Union africaine qui était aussi pratiquement, disons, au creux réellement de ce conflit, parce qu'il serait quand même indélicat qu'on puisse véritablement voir l'Union africaine d'abord qu'il y ait un conflit en Afrique et qui puisse donc appeler ces diplomates-là à pouvoir quitter. Ça n'a pas été le cas. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut véritablement se frotter les mains sans le dire assez haut, puisque vous savez, lorsqu'on coupe Internet, on n'a plus la fiabilité des informations pour nous permettre véritablement de savoir si ce qu'on nous sert aujourd'hui est la réalité ou pas. Puisque au début de ce conflit-là, lorsqu'on avait toutes ces alternatives de communication en place, il était plus facile de pouvoir s'apaisantir réellement de ce qui se passait sur le terrain. À partir du moment où ce n'est plus le cas, je pense que le gouvernement d'Abiy Ahmed également a joué sur cette fibre communicationnelle-là pour également renverser ces forces-là. Donc aujourd'hui, il essaie un peu de servir ce que veut l'entendre la communauté internationale. Donc moi je me dis, à partir de ce succès-là, qu'on peut véritablement peut-être saluer, mais il faudrait quand même qu'on nuance un peu, puisque nous n'avons pas totalement les informations émanant de l'autre bord pour savoir réellement si ces forces-là ont été véritablement repoussées ou pas. Mais tout compte fait, depuis qu'ils étaient pratiquement proches de la capitale Addis Abeba,
il y a très longtemps, s'ils avaient encore la même force de nuisance ou la même force de frappe, je pense que la célérité avec laquelle ils sont donc arrivés aux portes d'Addis Abeba, ils devaient donc... Déjà ça voudrait dire quelque part qu'il y avait une force d'interposition qui a tenu tête à eux et que depuis lors, ils n'ont pas pu... comme il le disait, prendre donc la capitale. Cela me laisse pantois, me laisse rappeler, lorsque vous prenez également la Libye, où le général Haftar était venu pratiquement sur les portes, à la détermination de la population, il a passé pratiquement plus des mois, il n'a pas pu se replier. Donc c'est la même chose qui advienne, même si je suis un peu perplexe sur... disons les succès qu'enregistre la force régulière aujourd'hui. Je pense que lorsque nous mesurons un peu le temps d'attente en bordure donc de la capitale et ce qui est en train donc, de se passer actuellement, je pense qu'il y a quand même un vent d'optimisme que l'on peut souffler en disant véritablement qu'ils sont sortis pratiquement de cette nuisance absolue qui devait donc s'abattre sur Addis Abeba, et je pense que c'est quand même une très bonne nouvelle. On voit l'intérêt du Premier ministre Abiy Ahmed qui a aiguillonné sa troupe parce que la ville de Dessi, par exemple, est une ville commerçante en Éthiopie et la ville de Kombolcha est industrielle. Oui, ben, ce conflit en Éthiopie, ça prouve combien de fois les mains étrangères sont toujours dans le dispositif ou bien dans les plans de déstabilisation du continent. Parce que il faut pas oublier que Abiy Ahmed est un lauréat de prix Nobel de la paix. Et pour ce faire, il y a intérêt quand même qu'il préserve la souveraineté de son pays, surtout l'Éthiopie. Vous savez, l'Éthiopie, c'est un pays guerrier. Vous vous rappelez le roi Ménélique face à l'Italie, à gagner, à renverser, à chasser donc les Italiens de l'Éthiopie. Donc, c'est un pays guerrier. Et vous avez la plupart des Éthiopiens sont des athlètes. C'est des gens qui ont quand même cette maîtrise de l'athlétisme. Et ce conflit, il faut remonter. Parce que le front populaire pour la libération de Tigré, qui a bénéficié tellement de soutien des mains étrangères, parce que les armes, l'équipement militaire que s'est doté ce front ne pourra venir de l'Afrique, pas du tout, mais c'est de l'Occident. Et ce qui m'énerve... Vous voyez qu'elle-même. Oh non, là, les mains sont invisibles. Je préfère les mains visibles, pour ne pas citer la France, parce que la France n'a pas trop d'intérêt quand même. Là, il y a elle est épargnée cette fois-ci. Elle est épargnée. Ben, il faut quand même, il faut pas tout le temps tirer sur la France dans tous les conflits. Bon, donc, il y a les États-Unis, il y a la Russie, il y a la Chine, tous ceux qui ont leurs intérêts en Éthiopie. Mais l'Éthiopie, c'est un symbole pour l'Afrique, parce que c'est le siège de l'Union africaine. Et ce pays ne peut pas basculer comme ça dans une guerre jusqu'à ce que les rebelles arrivent au port d'Addis Abeba, puisqu'ils étaient à presque 200 km, selon il y a 2 semaines de cela. Bon, donc la détermination du Premier ministre Abiy Ahmed a rapidement dispersé les rebelles, qui quand même parle d'un repli territorial, mais de toutes les façons, les villes... Ce sont des discours de la guerre. Les principales villes qui étaient occupées, que le Front populaire occupait... sont reprises. Sont reprises par les forces régulières, et ces forces régulières sont en train de faire de la montée, donc pourchassant ces rebelles. Mais ce qui énerve, c'est que quand les Occidentaux équipent ou bien déclenchent la guerre à un pays africain, ce qui m'énerve, c'est le fait que quand la situation s'envenime, quand la situation ça va de mal en pis, ils demandent à leurs ressortissants, ils envoient des hélicoptères pour rapatrier leurs ressortissants. Donc du coup, nous, Africains, on devait comprendre que ces gens-là ne sont là que pour des intérêts. Pourquoi eux, ils ne restent pas? Ils demandent à leurs ressortissants. Et quand dans un pays, dans un conflit, les Occidentaux demandent à leurs ressortissants
de quitter le pays. Il y a des inquiétudes. Il y a des fortes inquiétudes. Et Abiy Ahmed a compris que les gens là sont effectivement en train de lui coller quelque chose de mauvais, et ce qui lui a permis de décider d'aller au front en tant que le commandant en chef, et il a pu donner des instructions pour que les forces régulières, vous avez vu beaucoup d'athlètes éthiopiens, des vieux, des anciens athlètes sont sortis et ont galvanisé les troupes régulières pour que nous en sommes là où nous sommes aujourd'hui. Donc, ça veut dire quand même que cette démarche des Occidentaux fait tellement mal que il ne faut pas oublier quand même qu'il y a affaire de barrage entre l'Éthiopie et l'Égypte. Cette histoire-là est vraiment... Donc l'Égypte de ce côté ne veut pas voir Abiy Ahmed arriver là à construire son barrage, et du coup on a l'impression que l'Égypte en train de jouer en faveur des forces tigriennes. Mais tout compte fait, aujourd'hui, la décision d'Abiy Ahmed, comme il le disait, comme mon cher collègue M. Adam le disait tout à l'heure, on était un peu perplexe par rapport à cette décision d'aller sur le front. Et sachant que Idriss Déby c'est ce qu'on nous a dit, au front il a été tué, donc on craignait quand même que Abiy Ahmed ne subisse le même sort. Puis subir le même sort. Heureusement qu'il est là, il est en train de contrôler. Je crois que s'il y a encore de prix Nobel à lui donner, en tout cas moi je suis partant pour lui attribuer encore le second. Parce qu'il a défendu son pays. Malheureusement, il ne peut pas l'avoir deux fois. Mais en novembre 2020, Adam Adjornou, c'est lui qui a envoyé les forces au Tigré et qui a déclenché complètement les hostilités. Le premier Abiy Ahmed, en tant que prix Nobel de la paix, pouvait trouver une voie de paix pour résoudre le problème aussi. Oui, cela avait un tout petit peu compromis. En fait, ce prix Nobel-là, puisque vous savez, c'est en réalité ce conflit-là qui lui a permis d'avoir ce prix Nobel-là. En fait, sa résolution pacifique, etc. Et surtout avec le pays voisin, le nom m'échappe. L'Érythrée. Voilà. Donc, il lui a permis donc de pouvoir donc arriver à prendre ce prix Nobel-là. Mais au même moment, moi, je me dis, la résolution ou pratiquement, disons, la variable employée par Abiy Ahmed pour déclencher donc les hostilités dans cette partie de l'Éthiopie n'était pas, à mon avis, la bonne. C'est vrai que c'est la gouvernance institutionnelle du pays, etc., il avait, mais n'oubliez pas également, lorsque vous prenez les TPLF, ce sont les gens aussi qui ont dirigé le pays pendant longtemps. Ils sont aguerris. Donc pour revenir en réalité sur le fait que leur possession d'armement, etc., est aussi liée au fait qu'ils avaient aussi le pouvoir institutionnel qui l'ont permis à un moment donné d'avoir tous ces armements-là. C'est vrai que ça a été modernisé avec le temps, c'est normal, puisque Abiy Ahmed, c'est en 2019 qu'il était donc arrivé au pouvoir. Et donc je pense que, comme je le disais tantôt, le pacifisme dont il a fait donc objet pour résoudre cette crise-là et a permis, c'est vrai que la totalité du territoire ne lui était pas acquis compte tenu du fait qu'on ne peut pas se vanter d'un certain nombre de nationalismes donnés à partir du moment où vous savez que vous n'avez pas la possession entière du pays. Et c'était le cas, mais il était arrivé à un moment donné à calmer quand même ces rebelles-là, ils étaient dans leur coin. Mais il estimait qu'il y avait donc des attaques liées donc à un certain nombre de camps. Donc il avait envoyé des troupes pour véritablement la déstabiliser. Ça veut dire quelque part que dans son fort intérieur, il n'était pas toujours d'accord qu'on puisse dire qu'il y a une partie du territoire qui lui échappait. Et je pense que c'est de bonne guerre. Sauf que la méthode d'utilité n'était pas la bonne. C'est vrai qu'à un moment donné, il avait les drones qu'il avait acquis. Donc il comptait véritablement d'une supériorité tactique liée donc à ces armements-là. Malheureusement, il ne savait pas en fait de quoi était capable encore l'adversaire. Comme venait de le dire le passeur, c'est une évidence que ces gens-là ayant dirigé le pays ont toujours des relations qui puissent également leur permettre de pouvoir s'armer. Donc ce qui a fait que... Un sujet passionnant, vous le permettez, on marque une petite pause et on revient avec vous, mes chers invités, pour la suite.